Dans le tome 1 et en introduction, j'avais l'immense plaisir de donner la parole à l'un des très nombreux enfants amoureux, fans inconditionnels de Sega et qui nous avait apporté tant de chaleur, de passion, de bonheur et finalement de communion. Rémi Gonzalez y allait donc généreusement de son enthousiasme et de sa plume pour honorer et déclarer sa flamme toujours intacte plus de 30 ans après, et d'autant qu'il est maintenant l'un des rédacteurs en chef de Megaforce et ses différentes déclinaisons sur le web. Pour ce deuxième tome, et peut-être moins instinctivement à première vue, c'est à un vétéran de Nintendo que je vais donner la parole. Car si Nintendo et Sega se sont livrés à une guerre épique, se rendant souvent coup pour coup, ils étaient très certainement, à bien y réfléchir, les deux faces d'une même pièce. Deux ennemis un temps? Certainement. Je ne vais pas dire le contraire, mais peut-être davantage comme deux frères ennemis, avant de se réconcilier. Sega n'aurait jamais été complètement Sega sans Nintendo, et inversement, la philosophie de l'un et l'autre se sont probablement développées et accentuées l'un par rapport à l'autre, jusqu'à la caricature. Comme deux parfaits antagonistes et pour faire grandir plus que jamais ce nouvel Eldorado du rêve et du divertissement. En tant que maître Sega historique, j'ai donc le plaisir de donner la parole à mon alter ego côté Nintendo, que je ne ménagerai pas pour autant dans ce tome 2, à savoir Alain Milly, mon capitaine Nintendo. Contrairement à maître Sega, j'ai été bercé par Nintendo. Je suis devenu un addict de Zelda, Samus et Mario, et finalement, 35 ans après, j'ai toujours le cœur qui penche pour Big N. J'ai découvert le jeu vidéo comme beaucoup de mon âge, né en 1968, en commençant à jouer sur les bornes d'arcade dans les bars, quand le tenancier nous laissait jouer, ou dans les fêtes foraines estivales, Pong, Space Invaders, etc. Le Graal arrivant enfin à la maison avec une Univox Telesport 6, quand mon père nous refusera, à mon frère et moi, l'Atari 2600. Plus tard, je passais mon temps libre au Jouet Club de Charras, à Courbevoie, à jouer à Donjons et Dragons sur Intellivision et Zaxxon sur Coleco. Mais déjà le plombier moustachu me faisait de l'œil. Deux machines qui nous faisaient rêver, mais inaccessibles à cause de leur prix rédhibitoire. Je crois 1490 francs en 1982. Pourquoi tant de précision sur le lieu? Mais sans le savoir, on était à moins de 500 mètres à ce qui deviendra les premiers locaux de Joystick Hebdo. Je passerai rapidement sur mes années ordinateur, sur un ZX81, bonjour les temps de chargement des cassettes, et sur un Apple IIe, mais grâce à eux, j'ai découvert Decathlon, Ultima, Karateka et Prince of Persia. Me voici à Noël 1989, grâce à ma mère et son compte. La Redoute, je m'achète à crédit la NES plus Super Mario Bros. Oui, à crédit, car à l'époque, c'était un investissement à 990 francs et 450 francs, le jeu sachant que mon salaire de pion devait être aux alentours de 5000 francs. Je commence à dessiner les plans des niveaux de SMB et des donjons de Zelda. On se fait des prêts de jeux avec les gamins du collège où je suis pion et je note les codes des jeux dans un répertoire. Je m'abonne aussi au magazine du club Nintendo. Enfin, j'achète un jeu nommé Faxanadu, cher 550 francs car il avait une pile de sauvegarde. Et là, bloqué dans le dernier donjon, une sorte de labyrinthe où les écrans se répètent. J'ai déjà connu ça dans les bois perdus de Zelda, mais ici, pas de vieille femme pour m'en sortir. Je tourne en rond et décide alors, un mercredi après-midi, d'appeler la hotline Nintendo, premier déclic. Et après quelques coups de fil, car je crois qu'ils n'avaient pas la solution non plus, la sortie du labyrinthe. Le déclic suivant interviendra quelques mois plus tard. Après un remplacement de 3 mois d'une prof d'anglais malade, je vois que je ne deviendrai pas enseignant. Pas à cause des gamins, mais vraiment à cause de l'administration et de mes collègues. Et puis j'en ai marre d'aller à la fac. J'ai mis 5 ans à avoir mon DEUG. Oui, en tant qu'étudiant salarié, c'était possible, et ma licence me paraît compliquée. Surtout avec un enfant à la maison maintenant, surfant, terme inexact car n'existait pas à l'époque, sur le 3615 Nintendo, je vois une annonce, je postule, et me voilà, début juin dans le bureau de Denis Ducommun, à Saint-Ouen. L'aumône, l'entretien se passe bien, je montre mes plans et mon répertoire. Je rappelle qu'il n'y avait pas d'ordinateur à cette époque, et encore moins Internet. Au final, Dédé me rappelle 10 jours après, et me demande de commencer la semaine suivante. Problème, je suis pion, et si je démissionne avant le 30 juin, je perds le bénéfice financier de mes 2 mois de vacances à venir, qui ne seront pas payés. Je m'arrange donc avec mes collègues pions pour qu'ils couvrent mes heures, et j'explique la situation à Dédé.
Il est inflexible, je dois démissionner immédiatement. Il ne m'attendra pas. Il a d'autres candidats sous la main, je me fais une raison, avec déjà une petite rancœur. Surtout que mi-juillet débarquent donc 3 autres conseillers techniques. De mes débuts à la hotline à l'été 91, je me souviens de mes 15 jours de formation. Sans téléphone, on devait déjà terminer une quinzaine de jeux pour savoir y répondre, et jouer encore à une quinzaine d'autres pour savoir de quoi on parlait. Facile, j'avais déjà fini les 2 Zelda et les 2 Super Mario Bros. On était une petite dizaine déjà, dont les 2 premiers Josué et Claire. Je me retrouve dans l'équipe de Farid avec Sandrine L. Puis Fabrice F. nous rejoint, je crois. J'étais payé pour jouer, comme me disait mon entourage. Je bossais chez Nintendo. Les gens avaient du mal à dire Nintendo. L'équipe s'étoffait, et le rythme était généralement tranquille, sauf le samedi. On travaillait un samedi sur 2 de 10h à 18h. Et pendant les vacances scolaires, tel un chien de Pavlov, l'automatisme de « Nintendo bonjour, Alain à votre écoute » se répercutait jusqu'à la maison quand le téléphone sonnait. Les journées s'enchaînent, et les jeux aussi. Nico me surnomme Starkmo, pour me différencier d'Alain L. Et finalement, l'ambiance est bonne, même si le fait d'être confiné dans un hangar sans lumière extérieure est pesant à la fin. L'été est tranquille, nous sommes une vingtaine maintenant, et pendant le mois d'août, je me transforme pour la première fois en Mario pour répondre en direct au 3615. L'automne arrive et c'est le lancement de Super Mario Bros 3. Une partie de l'équipe se transforme en démonstrateur au printemps Haussmann pendant les vacances de la Toussaint, et cela se termine en grande pompe au dernier étage. Première rencontre avec les journalistes de Player 1, Crevette, Matt et Wonderfra. Claire les rejoindra quelques mois plus tard pour monter Nintendo Player. Ce premier échange avec les gamins et les parents acheteurs est beaucoup plus gratifiant que l'appel téléphonique anonyme qui parfois se transforme en Mario, en tant que ou autre nom d'oiseau. C'est aussi sans compter les appels du mercredi et du samedi des fans de l'autre héros, le hérisson bleu, qui vont nous égrener par la suite le slogan de la marque plusieurs fois par jour. C'est bon enfant. Cela détend et parfois c'est même marrant. La seule chose était que Dédé nous interdisait de raccrocher et que l'on devait attendre que le plaisantin raccroche de lui-même, même si parfois il nous arrivait d'appuyer involontairement sur le bouton « raccrocher ». La guerre des consoles, chère à AHL, n'existe pas encore. Mais Big N veut marquer un grand coup et annonce une tournée de 8 dates en mars-avril 1992, avec en point d'orgue au pied de la tour Eiffel avec la marraine du tour, Catherine Lara. S'enchaîneront une tournée de 18 villes de mai à juin, puis une tournée des plages qui nous mettront sur les genoux mais nous remplira les poches, salaire multiplié par 3 grâce aux heures supplémentaires. Je vous invite à écouter le podcast réalisé avec Florent Gorge pour plus d'anecdotes sur ce Nintendo Super Tour 1992 auquel j'ai grandement participé. C'est lors de l'étape de la foire de Paris que je ferai une rencontre primordiale pour moi. Mark Andersen. Premier bémol à ce moment-là, seuls les cadres sont passés sur la nouvelle entité, les grouillots restent de sous-drapeau SS et ne bénéficieront pas des nouveaux avantages dont une participation aux bénéfices sans aucune mesure à celle proposée par SS. Deuxième coup de bambou quelques mois plus tard, on nous demande de répondre aux jeux des autres éditeurs Acclaim que Josué aura rejoint entre-temps Ludi Games mais aussi Océan. Ce ne sont que quelques jeux en plus, mais la fin d'année s'annonce chargée, et surtout seule une dizaine d'exemplaires des jeux sont envoyés à la hotline pour 50 hotliners. Il faut savoir qu'à l'époque, en plus de notre salaire, nous avions un sacré avantage en nature. Les jeux, chaque hotliner bénéficiait d'un exemplaire gratuit de chaque jeu sorti, Game Boy, NES et Super Nintendo. C'était aussi de fait une source de revenus supplémentaires, car il faut dire que l'on ne gardait pas tous les jeux religieusement. Quelques mois plus tard, et plusieurs anicroches avec la direction, comme vous le découvrirez dans le livre Mon aventure de Hotliner Nintendo, se termine sur une note amère. Le temps faisant cicatriser les blessures, je la considère néanmoins comme un beau tremplin pour ce qui va suivre. Après mûre réflexion, je contacte Patrick Lavanant parti chez l'ennemi entre-temps, qui me met en rapport avec Luc Boursier, alors responsable marketing, mais ils n'ont pas besoin de hotliners supplémentaires. Je me souviens alors de ma rencontre avec Mark Andersen et le contact, je fais une pige et écris pendant 2 mois le guide des jeux Nintendo pour Super Power et la version Sega pour Megaforce. Je prendrai aussi en parallèle la gestion de la télématique 3615 et 3668, deviendrai Monsieur Trucs et Astuces, créateur de la Bible des secrets, Tips Collector et autres guides de Solus chez Cyberpress Publishing.
et finalement responsable de la hotline Sega, où je retrouverai Pascal et les autres maîtres Sega. Ceci fera l'objet d'un tome 3. Je ne serai pas MS, mais j'aurai aussi contribué à ma façon au service consommateur Sega. À la fin de CPP en 2007, je crée Anjuva Interactive, où je continue les services consommateurs d'éditeurs comme Activision Eidos Konami, puis Hanuman Interactive, que je rejoins aussi la même année pour développer la gamme de jeux consoles sur Nintendo DS. Encore aujourd'hui, je suis en charge, chez Microïd, du sourcing des jeux, des studios et de signer les licences. Goldorak, Astérix, les Schtroumpfs. Mon souvenir de la hotline reste dans l'ensemble une bonne expérience. J'ai commencé à vivre de ma passion. J'y ai rencontré des poteaux formidables. La preuve étant que plus de 30 ans après, on se retrouve au moins une fois l'an, toujours une petite dizaine pour un resto. Et j'ai appris qu'il valait mieux couvrir ses arrières.